Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aurait tant voulu que les choses se passent autrement, qui aimerait tant que tout soit plus simple et plus beau, qu'on laisse vivre et mourir les projets lorsqu'ils ne peuvent pas se faire dans les règles de l'art. Prenez complètement au hasard un personnage comme Hellboy, dont l'adaptation ciné, signée par 2 fois par notre chouchou Guillermo del Toro, n'a eu de cesse de nous ravir, créant nécessairement l'envie de voir une ultime fois Ron Perlman chausser son masque à cornes sciées. Hélas, maintes fois annoncé, suggéré, appelé de ses vœux par l'un ou l'autre des impliqués, ce 3e volet restera rangé dans l'étagère des projets abandonnés, et à la place nous voilà coincé avec un reboot dont on va causer avec un trio d'adeptes d'un culte oublié aussi menaçant que tentaculaire qu'on appelle la critique. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 191 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Hellboy donc nous propose, si j'ose dire, une remise à plat du personnage jadis développé par Del Toro, donc et désormais incarné par David Harbour, nous raconte la baston haute en couleur, toujours pour le compte du BPRD, le bureau de recherche et de défense paranormale, contre la reine de sang, la méchante des temps arthuriens, jouée ici par Milla Jovovich, dont le retour aux affaires fait courir à notre monde un risque des plus inédits, surtout dans l'univers Hellboy, celui d'une bonne vieille apocalypse. Et cette chose qui vous inquiète tellement, elle est là. Écoutez-moi attentivement. Une sorcière du 5e siècle se promène dans la nature. Pourquoi te bats-tu aux côtés de ceux qui te craignent ? Un nouvel Éden émergera. Ok, y aurait pas une prophétie avec des enjeux plus clairs? Ça aurait l'air encore mieux en VF, c'est vraiment bien, merci Quentin. L'apocalypse, elle n'est pas forcément où on le croit, on va le voir derrière la caméra, c'est Neil Marshall, réalisateur entre autres de The Descent, et outre Harbour et Jovovich au casting, on croise Ian McShane, Audrey Lyne ou encore Daniel Day Kim. Le peuple a eu raison. Julien Dupuis, tu ne vas pas commencer. Parce que la pétition, la fameuse pétition a atteint les 100 signatures. Je suis un homme de parole. Je suis un homme de parole. Stéphane m'a suggéré de demander 200 signatures pour augmenter un peu l'enjeu. Mais jamais mieux trahi que par les siens. Voilà, j'ai décidé quand même dans ma grande mansuétude d'accepter le résultat des urnes. Donc je trouverai une autre manière de te forcer à commencer les émissions. Mais pour l'instant, c'est Stéphane qui va commencer. Allez. Comme tu l'as précisé, c'est un reboot, et en fait c'est un reboot qui vient avec un prix, parce que le problème c'est que il arrive en lieu et place de Hellboy 3 vraiment. Oui. C'est-à-dire que c'est qui aurait dû être l'apocalypse tel que voulait le terminer Del Toro, puisque c'est quelque chose qu'il a mis en place depuis le premier film. Et il y a eu beaucoup de conversations qui ont été mises en place pour essayer justement de faire ce 3e film. Et ça s'est pas fait, justement. Alors je sais pas exactement jusqu'à quel degré Mignola, je pense qu'il a quand même sa part de responsabilité là-dedans. Mike Mignola, qui est le créateur d'Hellboy. Voilà, exactement. Et qui en gros est parti sur le concept de reboot, parce que c'est quand même un peu les mêmes prods que sur les Hellboy de Del Toro. En gros, il manque Del Toro et il manque Perlman, et ça fait quand même toute la différence. Pour parler du film en question, indépendamment de ça, le problème c'est que il y a une espèce de volonté de faire un espèce de film gore et trash, et ils ont très très fortement appuyé dessus pendant la promo. Voilà, et adulte, c'est rated R. Voilà, avec dans la façon de démontrer l'apocalypse, notamment, et puis bon, enfin plein d'autres moments comme ça. Alors c'est vrai que c'est assez gore. C'est assez généreux en monstres, en créatures, on peut pas dire le contraire. Moi je trouve un peu, c'est-à-dire que je crois que le dernier film que j'ai vu de comment il s'appelle, Neil Marshall, merci, qui est un réalisateur que j'ai jamais pu encadrer, c'est Doomsday, qui est juste d'une beaufrie sans nom, et d'un niveau visuel atterrant. Donc là on est quand même un cran au-dessus. C'est-à-dire, tu sens que le mec, il a un peu bossé sur Game of Thrones, il s'est dit, bon, on va arrêter de déconner un peu. Voilà. Après, quand je dis ça, que les choses soient claires, c'est parce que je mets vraiment le talent du monsieur très très bas, et y compris The Descent, que je déteste. Donc voilà. Donc là-dessus, une fois que ça est appuyé, une fois que ça s'est dit, c'est un film de 2 heures qui est épouvantablement long et lent, et surtout d'une beaufrie
mais vraiment appuyé. Normalement, il devrait y avoir tous les trucs cool qu'on aime dans ce genre de film. Là, au début, il va se battre contre un vampire mexicain qui est catcheur, tu vois. Voilà, c'est traité, mais comme si t'étais en train de regarder un Luc Besson, quoi, tu vois. Enfin, donc c'est horrible. Bon, bah, la sorcière est interprétée par Mila Jovovich, donc je pense que c'est. Ça fait vraiment Luc Besson pour le coup. Bah non, mais faut vraiment. Enfin, à partir du moment où tu te dis ça, je pense que t'as à peu près une idée de ce que ça veut dire, quoi, ce à quoi ça ressemble. Et puis après, il y a l'espèce de version. En fait, il y a une espèce de logique de dire attention, on revient à la source d'Hellboy, on va faire quelque chose de beaucoup plus fidèle que ce que Del Toro avait fait, parce que c'est vrai que Del Toro, s'était vraiment récupéré le personnage et il l'avait vraiment façonné un peu à son image. Hein. Il avait vraiment voulu en faire un espèce de à l'époque, en tout cas. Homme-enfant, ce qui n'est pas vraiment le cas du personnage de la BD. Hein. Le personnage de la BD, c'est beaucoup plus un espèce de détective privé à la Humphrey Bogart, très très cynique, très qui a de la punchline facile, mais qui aussi en même temps est très pragmatique. C'est pas du tout le perso interprété par Arbor. C'est de nouveau. Enfin, le mec essaye de refaire Ron Perlman en version foirée, quoi, et musculeuse, on va dire, parce qu'effectivement, il a une espèce de corps à la Stallone dans Rambo 3, j'ai envie de dire, parce que voilà, plein de veines et tout ça, et c'est déjà un problème en fait, parce que tu peux pas vraiment t'attacher à ce personnage, parce que déjà ceux qui connaissent le Hellboy de Del Toro, forcément ils voient une version amoindrie, et ceux qui connaissent le Hellboy de Mignola, en fait c'est pas lui, c'est encore moins lui que celui de Del Toro, quoi. Donc voilà, ça c'est les problèmes de base. Et puis après, il y a, je pense que Julien il en parlera un peu parce qu'on en avait parlé au préalable. Il y a quelques créatures sympas, il y a quelques trucs comme ça, mais globalement, quand je dis c'est d'une beaufrie, c'est vraiment d'une beaufrie. C'est-à-dire que l'un des exemples du film, c'est que donc t'as quand même le professeur Bloom, t'as quand même tous ces trucs-là, boum. Et en fait, le truc, c'est que t'as plus ou moins les mêmes morceaux d'action ou les mêmes enjeux, on va dire, avec les personnages, et notamment en fait toute l'idée de qui est Hellboy par rapport à la fin du monde, en fait. Qu'est-ce qu'il est censé représenter, quoi, puisqu'il est censé être le déclencheur de l'apocalypse. Anungunram. Voilà, exactement. Et là, en l'occurrence, si tu veux, t'avais cette scène qui est littéralement une repompe de la scène de Del Toro, hein, dans le film, où t'as le personnage, je sais plus comment il s'appelle, l'humain qui lui envoie la petite croix, hein, et qui lui dit, en fait, rappelle-toi qui tu es, quoi. C'est l'enjeu du film, c'est rappelle-toi qui tu es au moment où t'es en train de retrouver en fait la personne que tu es censé représenter, quoi. Et là, en l'occurrence, le moment il est assez hallucinant, parce que tu peux te retrouver en fait dans ce type de, même si Hellboy te ressemble pas physiquement, même si Hellboy te ressemble pas en termes de personnalité, cet enjeu, en fait, n'importe quel spectateur peut le comprendre, en fait. Rappelle-toi qui tu es. Là, l'enjeu dans celui-là, c'est littéralement, et c'est dit littéralement, il faut que tu te laisses pousser une paire de couilles, Hellboy. Donc, tu te retrouves avec une espèce de discours semi-beauf qui est même pas assumé vraiment par le film, puisque voilà, le film a tout sauf une paire de couilles. Il va vraiment dans ce qui est supposé des attentes du public du film, qui pour preuve en fait est censé être le public de Del Toro, donc c'est ça qui est très très bizarre, quoi. Et voilà, donc ça finit, ça c'est à la fin, ça finit, je spoil un petit peu, hein, mais bon c'est pas très grave en même temps, ça finit pour moi d'achever le degré, c'est-à-dire de beaufrie et de connerie du film, quoi. Perrine. C'est n'importe quoi. Enfin, non, mais après, je me suis dit que c'est pas une Mila Jovovich, et c'est vrai que d'un seul coup, je me dis, je pense qu'il y a un Mila Jovovich Cinematic Universe, hein, clairement, dans lequel je veux pas avoir grand chose à faire. MJC. Mais vraiment, il est là, il existe, visiblement. Il existe, quoi. Et donc, c'est vrai que dès que je la vois à l'écran, et je savais pas qu'elle était dedans pour attendre. Je crois que je suis allée voir Hellboy avec une espèce de naïveté totale, en disant tiens, qu'est-ce que je vais aller voir. Après, moi je fais pas partie des gens qui ont adoré les Hellboy de Del Toro. J'avoue que moi je me sens un peu à l'écart de ça, donc j'y allais vraiment avec bon, allons-y, quoi. Et donc quand j'ai vu la première scène et qu'elle est dans le truc en noir et blanc, et là je fais ok, là ça va être difficile. En fait, c'est littéralement tout ce qu'a dit Stéphane, c'est vrai. C'est super beauf, c'est gore dégueu. Enfin, mais le principe d'être gore, c'est que c'est quand même un peu dégueu. Mais là, c'est vraiment, mais là, c'est gore pour rien du tout. Et puis moche. Enfin, c'est-à-dire, c'est même pas gore bien fait, c'est juste gore dégueu. Et ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est-à-dire que la plupart du temps, je ne voyais littéralement l'intérêt de rien. À un moment donné, je crois que ça faisait peut-être un bon
30 minutes quand le film avait démarré, je fais mais quand est-ce que ça démarre? Parce que j'ai l'impression que c'était intro sur intro sur intro sur intro. Exposition Une après exposition. Voilà. Et vraiment, et au bout d'un moment, du 4e rappel que oui, il y a la machin rouge de sang là, qui va débarquer. Oui, on a compris. Il va peut-être falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Donc, ça m'a non pas poliment parce que c'est un peu agressif quand même, c'est très bruyant, vraiment beaucoup ennuyé. C'est vrai que là il y a la séquence de vampires mexicains, j'ai l'impression d'être dans un Buffy mais avec les effets spéciaux de l'époque, c'est pas un compliment, surtout maintenant c'est pas moi qui le dis ça. Non mais il y a une séquence, je pense à Buffy hein. Mais non mais moi j'aime bien Buffy, sauf que d'un seul coup Buffy c'était les années 90, et tu peux pas refaire la même chose, c'est pas possible en fait. Les effets spéciaux c'est mieux quand même, et non, il y a une séquence avec des géants où j'ai l'impression d'être dans le bon gros géant mais en pas bien du tout. Déjà que le bon gros géant c'est pas extraordinaire, mais alors là c'est vraiment pas bien du tout. Non mais c'est une succession de catastrophes, et au bout du 150e personnage introduit dans l'histoire, je fais on va s'arrêter où à un moment donné? J'en peux plus des flashbacks, j'en peux plus des personnages introduits, je ne comprends rien de cette histoire, puis pire que ça je m'en tape en fait. Donc c'est très agaçant, c'est très ennuyeux. Le personnage on n'a pas d'empathie 2 secondes pour ce personnage, on s'en fout totalement de ce qui peut lui arriver, et encore pire des autres. Non, c'est vraiment, j'avais l'impression aussi d'être dans American Gods aussi, mais en pas bien. En fait, c'est-à-dire que j'ai pensé à 1 milliard de trucs pendant le film, mais en pas bien à chaque fois. Donc, et pas des trucs qui sont forcément extraordinaires. Même s'il y a mon chouchou auquel j'ai pensé. Parce que j'ai pensé à lui, j'ai pensé à Stephen Sommers, et je me suis dit si Stephen Sommers faisait ça, ça aurait été quand même 100 fois mieux, c'est tout. Ok. C'est à cause de Ian McShane, je pense, American Gods. Oui, mais parce que c'est Ian McShane qui rejoue American Gods, en fait. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est et pareil, Arbor qui finalement, il est beaucoup plus beauf que dans Stranger Things, mais finalement, il fait rien de plus, il fait rien de moins. Enfin, c'est très fatigant, pareil pour sa sidekick qui est dans Come As You Are. Elle ne fait rien d'autre que d'être là avec ses dreads. Donc au bout d'un moment, moi je comprends pas du tout l'enjeu du film, quoi. Vraiment pas. Bon, Julien, vu que tu as perdu ta place d'ouverture, me te voilà en clôture des débats. Est-ce la meilleure place ou la pire place? Je ne sais pas. Bon, j'en sais rien parce que je suis sensiblement d'accord avec certaines choses qui ont été dites auparavant. Moi, le truc, si tu veux, c'est que là, Hellboy va sortir en France, mais le sort du film est jeté. Enfin, les dés sont jetés. Le film, on sait que c'est un four monumental. C'est déjà un échec critique aussi cataclysmique. Ça se voit encore plus aujourd'hui avec des âneries comme Rotten Tomatoes, etc. Donc moi, je suis toujours un peu emmerdé en fait quand t'arrives là, parce que j'ai l'impression que je vais devoir cracher sur un cadavre. C'est même pas tirer sur une ambulance. Pas, non, mais on est au-delà de ça. Sur un corbillard. Là, le film de toute façon, il est mort et enterré. Et c'est vrai que c'est un très très mauvais film. Alors si tu veux, moi je peux pas jouer la carte de la surprise, parce que manifestement il y a quand même une petite part de surprise, enfin dans certaines critiques que j'ai pu lire, critiques américaines, j'entends. Moi je peux pas comprendre ça, parce que je veux dire, le sort du film aussi était joué à partir du moment où ils ont choisi un mec comme Neil Marshall, qui est effectivement pour moi un mec extrêmement mauvais, extrêmement feignant. C'est un mec qui arrive toujours derrière les modes. Et Perrine parlait tout à l'heure de la scène des géants. Moi ce qui m'a gêné dans la scène des géants, c'est pas que les gens soient faits en numérique, parce qu'ils sont pas mal faits en fait, moi je trouve. Le problème c'est que c'est encore un putain de plan séquence, quoi. Et moi j'adore les plans séquences, enfin du moins j'adorais les plans séquences. Aujourd'hui, un réal qui me fait une scène d'action comme ça, aussi compliquée au niveau de la scénographie, parce que c'est compliqué de filmer un combat entre un mec à taille à peu près humaine et puis des géants, c'est pas simple, quoi. Et qui me le fait en plan séquence, pour moi c'est un feignant total. C'est-à-dire que je vois le gars qui a préparé son truc avec les animatiques puis qui a filé ça au mec des effets spéciaux, quoi. Ouais. Du coup, moi, il n'y a pas de maestria, il n'y a rien de fun, il n'y a rien de rigolo là-dedans. Et ça, pour moi, c'est la marque de fabrique de Neil Marshall. De la même façon, le côté beauf et bourrin du personnage est même infantile, en fait. C'est ça qui est marrant, en fait, dans ce Hellboy, c'est qu'on a l'impression presque de voir la jeunesse de Hellboy, alors que les Hellboy de Del Toro étaient aussi, quelque part, la jeunesse du personnage, quoi. Mais là, on a l'impression qu'il est encore plus jeune, non pas parce qu'il est plus jeune, mais parce qu'il est encore plus puéril, quoi. Donc tout ça, finalement, ne m'étonne pas trop, comme je suis pas super étonné de constater que David Harbour est un très mauvais choix, parce que Ron Perlman, c'était un choix de casting miraculeux, en fait. Oui. C'est au-delà de ça. Il y a une petite anecdote, si on a le temps, mais un truc qui me semble très éloquent, en fait, sur le fait que Ron Perlman était idéal pour ça, c'est que Del Toro, il a mis longtemps à monter le premier Hellboy. C'était très difficile à monter comme film. Il avait commandé les premières peintures conceptuelles avec Ron Perlman, et parallèlement à ça, Hellboy, la BD, le comics, est une petite date, en fait, dans le monde des fantasticophiles, parce que c'est une BD qui
réussissait, enfin à mon sens c'est pour ça, à mixer énormément d'univers et à les fusionner en un tout extrêmement cohérent. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui a permis à Del Toro de se réapproprier ce matériau d'origine. Et donc, parmi ces fantasticophiles, il y a un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Matt Rose, un grand sculpteur, etc., et qui travaillait chez un mec qui fait des effets spéciaux qui s'appelle Rick Baker et qui fantasmait lui aussi une version live de Hellboy. Et il était allé chercher dans la cave de chez Rick Baker un moulage de Ron Perlman, il l'avait maquillé pour la série La Belle et la Bête avec Linda Hamilton, et il a choisi donc ça pour créer son Hellboy. Mais sans savoir que Del Toro était sur le même truc. Après, ils ont bossé ensemble et ça s'est trouvé, ils se sont dit putain, bah voilà, on avait trouvé le mec. Le problème de David Harbour, c'est un problème d'interprétation, mais c'est un problème de visage aussi. C'est-à-dire que c'est un gros souci, parce que je parlerai un peu plus tard moi du design des monstres, mais c'est un gros souci quand tu es un maquilleur d'effets spéciaux et que tu dois te coltiner un visage comme celui de David Harbour et que tu dois le transformer en Hellboy. C'est un peu perdu en fait, surtout quand c'est aussi mal filmé, aussi mal photographié que chez Neil Marshall. Bon, enfin bref, tout ça est extrêmement problématique. Juste pour préciser pourquoi c'est problématique parce qu'il n'a pas la même structure osseuse, si ouais. tu veux. Donc à partir du moment où tu es obligé de rajouter encore plus de matière, tu as les yeux qui sont encore plus enfoncés et ça donne au personnage, ça donne à David Harbour, je trouve, un côté extrêmement antipathique en fait dans le film. Il est encore plus distant, c'est-à-dire que là où tu perdais pas le regard en fait, par exemple de Ron Perlman dans les films de Del Toro, là souvent tu le perds et c'est un gros souci sur un personnage comme ça. Et en plus l'arcade sourcilière étant extrêmement soulignée, ça donne à ton personnage une attitude et une expression qui est un peu monolithique et unique en fait sur la totalité du film, ce qu'il faut pas faire du tout sur un personnage principal, tu vois, qui est très profondément qui est très lourdement maquillé. Donc voilà, moi le film, c'est comme ça que je le résume souvent, c'est que eux, je sais que la prod, alors oui, il y avait un Neil Marshall, puis il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est Millennium, qui est dans le lot, qui est la boîte de production, qui est pour moi une boîte de production vraiment bas marché, quoi. Enfin, bas de gamme, voilà. C'est super cheap toujours. Tu sens que c'est tourné dans les pays de l'Est. Avec des artisans qui sont pas toujours les meilleurs du marché, et là en l'occurrence je trouve que certains décors, moi notamment, c'est ça qui m'aurait le plus gêné, sont extrêmement cheap, quoi. Et c'est ce qui est assez problématique. Donc le film, moi, il me fait penser. Perrine a parlé de Mila Jovovich, Cinematic Universe tout à l'heure. Moi, ça me fait penser un peu à Resident Evil. Si vous aimez, je sais pas, moi, peut-être Resident Evil 5, on va dire un truc comme ça. Peut-être que vous trouverez. Peut-être que vous trouverez. Consulté. Non, mais c'est vrai. Peut-être que vous trouverez votre compte dans Hellboy, parce que. Et je reviens en fait sur le truc de tirer sur un cadavre, c'est que de toute façon, le film il est mauvais et le film il pose des grosses questions. Autant il est pas étonnant de la part de Millennium ou Neil Marshall, autant il est très étonnant de la part de Mike Mignola. C'est-à-dire que moi, je comprends pas, je pense qu'il est emmerdé par le film. Je pense qu'il continue à le soutenir parce qu'il peut pas trop faire autrement, puis parce que c'est un mec qui a beaucoup d'égo. Il s'est passé un truc assez étonnant sur les réseaux sociaux à la sortie du film aux États-unis, c'est que, en fait, c'est les réseaux. Moi, je suis abonné à sa page sur Facebook et sur Twitter et tout ça, et en gros, c'est sa femme qui gère le truc, et en gros, elle a plus ou moins fait comprendre que toutes les critiques négatives allaient être vraiment sous les commentaires, tu vois, enlevées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le week-end de la sortie du film, en fait, tous les gens se sont réunis et ont commencé à taper sur le film, sur la page même de Mignola. Et c'est assez étonnant finalement de voir comment ça a été pris de façon assez viscérale en fait, en disant, parce que le message est assez clair, hein, c'est si vous faites ça, en fait, si vous voulez discuter du film et que vous voulez taper dessus, en fait, on vous coupe la chic, on vous coupe la parole. Donc c'est Je pense que le vrai problème avec Del Toro, c'était un problème d'ego d'artiste de toute façon. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème d'argent, ouais. C'est-à-dire que Mike Mignola, on sait qu'il court un peu toujours après le pognon. Enfin, c'est ce qu'on avait cru comprendre dans des discussions un peu off. Bref, mais il y a aussi un problème d'ego, c'est-à-dire qu'il a été blessé par les Légions d'Or maudites, hein, je pense, Mignola, parce que c'est un film qui quand même s'écartait sur beaucoup de points, et notamment visuellement du film. Donc voilà. Donc oui, le film est extrêmement mauvais et tout. Après. Moi, quand un film arrive aussi abîmé, si tu veux, dans nos salles, j'ai toujours envie de trouver les petits trucs en fait qui et c'est des tout petits trucs qui peuvent permettre de pas de le sauver parce que on peut pas le sauver, mais de dire voilà, il y a quand même des gens dedans sur ce film qu'on bossait qui se sont investis. En l'occurrence, moi, il y a un tout petit truc que je trouve un peu réussi. Alors le problème c'est qu'il est très mal allumé et c'est pas du tout exploité, mais qui est Lobster Johnson, qui est un personnage que les fans de Mignola connaissent. Bah ouais, forcément. Et je trouve que pour le coup il y a un cast
que je vous laisse le soin de découvrir parce que je crois qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus. Je crois pas qu'il était dans les En même bandes temps, il a annonces et 2 tout. scènes. Hein. C'est sur la fiche Wikipédia Non, mais maintenant. il est très peu. Oui, d'accord, mais bon, s'ils veulent se garder la surprise, tu sais. Donc voilà, et il y a 2-3 trucs où tu te dis, ah, ça peut marcher en fait. Avec ce mec-là, vu comme ça et tout, moi, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Donc c'est pas que c'est satisfaisant ces scènes-là, parce que comme dit Stéphane, t'en as que 2. Mais déjà, moi, un film. Ça ira pas plus loin, il y aura pas de Et suite. moi, un film qui me dit, ah bah tiens, ça peut marcher, il y a pour moi, et ça m'est peut-être très personnel, mais un petit motif de satisfaction, surtout sur un personnage, encore une fois, qui est pas facile, quoi. Et l'autre truc, et là, je suis pas du tout d'accord avec Perrine là-dessus, c'est sur les effets spéciaux de maquillage. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a très 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 peu de films qui donne l'occasion aux maquilleurs d'effets spéciaux de s'exprimer comme sur un truc comme Hellboy. Et alors peut-être que ça fait penser à Buffy, moi j'en sais rien. Moi, ça dépend les créatures, parce que moi j'ai un choc sur le premier, mais après il y a des créatures en pur numérique que j'aime pas du tout. Le premier, c'est vrai. Hein, ça et en même temps, par exemple, la Baba Yaga, je la trouve plutôt pas mal. Ouais. Et à la toute fin, mais j'en ai après toi, mais moi à la toute fin, il y a un truc qui me plaît. Mais vas-y. Mais là, en l'occurrence, si tu veux, il y a un groupe en fait d'artistes qui se sont investis corps et âme, et surtout comme il n'y a plus beaucoup ce genre de projet à Hollywood, bah, c'est bizarre parce que c'était Del Toro, lui, devait se battre en fait pour avoir certains artistes à l'époque du premier Hellboy. Là, les mecs ils sont rués en fait dessus, quoi. Et alors ça parlera pas à tout le monde, quoi. Mais c'est Joel Harlow qui supervisait les effets spéciaux de maquillage. Il y a Norman Cabrera qui a supervisé un homme cochon et ça ressemble vraiment à du Norman Cabrera. Il y a un mec comme Joey Orozco qui a signé une grosse partie de la sculpture pour Hellboy. Il y a Don Lanning aussi enfin voilà, tout ça c'est des trucs d'initiés un peu, je suis d'accord, mais il faut quand même savoir que c'est parmi les meilleurs sculpteurs, les meilleurs peintres et les meilleurs maquilleurs prosthétiques en fait qui sont encore en activité aujourd'hui à Hollywood. Et il y a une petite satisfaction quand même là-dedans dans le film, pas forcément sur la gueule de Hellboy, parce que comme je le disais, je pense que de toute façon le combat il était perdu d'avance, et puis en plus il devait se démarquer du Del Toro, et je pense que la façon dont ils l'ont fait en essayant d'avoir un truc un peu plus réaliste avec les cornes qui bougent de taille tout le temps, etc., c'est pas bon en fait. Je pense qu'ils auraient pas dû aller dans cette direction-là, mais à côté de ça, bah, t'as un homme cochon qui est plutôt sympathique, avec un visage qui était un peu trop animé numériquement en post-prod à mon goût, mais il y avait quand même une partie animatronique dans la gueule. Et il y a une Baba Yaga, comme disait Perrine, qui est super. Et qui n'est pas du tout l'idée d'ailleurs de Neil Marshall, mais de Joel Harlow, donc le superviseur des effets spéciaux de maquillage, pour l'anecdote. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule scène qui serait dans son entièreté, on va dire, sympathique, quoi. Voilà, donc c'est une petite satisfaction quand même, ça, pour les fans de fantastique, les fans de monstres, et Hellboy s'adresse aussi à eux. Mais en effet, je reviens sur la Baba Yaga, je pense que c'est vraiment cette séquence-là où je me dis c'est vraiment pas mal. En plus, même de penser son déplacement. Il y a tout un truc hyper contorsionniste, on pense à l'exorciste, on pense à plein de choses, mais voilà, hyper contorsionné, hyper désarticulé, que je trouve vraiment, je sais pas pourquoi je le fais d'ailleurs, c'est la radio, ça n'a aucun intérêt, puis je saurais pas le faire. Non, mais voilà, qui moi je trouve fonctionne plutôt bien à l'écran, et moi qui m'a, là pour le coup, un peu alpagué, et surtout moi c'est à la fin, au moment où il y a l'apocalypse en fait, et là il y a des créatures qui sortent du sol, qui sont pas complètement finies, terminées ou je sais pas quoi, enfin elles sont pas parfaites, mais j'aime l'idée parce qu'elles me font penser à des sortes de bas-reliefs ou des choses comme ça où elles sont, c'est des espèces de grandes choses apocalyptiques qui viennent embrocher les humains. Je vois des images de peintres qui représentent l'enfer en fait. J'ai l'impression d'être dans une peinture de Bosch quand je les vois arriver. Ouais, Du Bosch beauf quand même. Oui, mais c'est le problème, c'est qu'elles sont pas totalement terminées, alors que je trouve que l'idée de ces créatures est belle en fait. Moi, c'est exactement je les aime là où beaucoup. j'ai un énorme problème avec la vision du fantastique du film, c'est-à-dire que Del Toro il s'était vraiment battu pour ne pas faire une représentation chrétienne en fait de l'apocalypse, et vraiment de jouer sur l'idée que, et moi je trouve comment dire, c'était vraiment payant dans les premiers Hellboy, en fait, c'est de jouer sur l'idée qu'il y a, comment dire, un enfer cosmique. Et bon, avec Lovecraft, tout ça, etc. etc. Et là, en fait, en gros, bah, moi, quand je regardais ça, je me disais vraiment, et pour le coup, et en termes de finition, et en termes d'imagerie et tout, j'avais l'impression de regarder ce film, cette comédie de merde, là, avec Seth Rogen, là. C'est la fin ? C'est la fin, ouais, qui est infernale. Et jusqu'à un point où je me suis dit, putain, mais c'est vraiment... Ouais, non, mais les effets spéciaux non, et tout ça... c'est pas le sujet. Et donc, en fait, jusqu'au point où, en fait, ce qui m'a fait halluciner, c'est
c'est que dans le générique de fin, donc il y a un remerciement à Evan Goldberg qui est le co-réalisateur du film, quoi. Donc je me suis dit donc ils sont vraiment allés le chercher. J'ai pas fumé la Saint-Paul d'ailleurs. Ouais. Mais c'est le questionnement du fantastique aussi qui est complètement, je trouve, pour moi, ça bordait dans le film, et aussi cette notion que ça se voit qu'ils essayent de traiter ce qui n'a pas été traité dans les Del Toro, tout en essayant de s'attacher au personnage, à ce qui a déjà été fait pour essayer d'avoir les gens, et surtout en fait il y a 3, je crois, easter eggs dans le générique de fin. Il y en a même un tout à la fin du générique, pour finalement une suite qui n'arrivera jamais, quoi. et voilà. Le seul avantage, et parce que ça fonctionne un peu comme ça aujourd'hui, donc si on va vite, ça peut peut-être se faire, c'est que ça a été un tel bide et une telle réception qu'il n'est pas impossible que Del Toro ait la capacité éventuellement de refaire Hellboy 3 finalement, en faisant oublier celui-là complètement, puisque voilà, ça restera pas. Et on sait que Neil Blomkamp est censé faire Robocop 2, vraiment, c'est-à-dire avec un script d'Ed Neumayer de l'époque. On sait que il y a eu Halloween récemment qui faisait table rase des précédents. Donc pourquoi pas, quoi. Profiter de cette ère du temps là pour une fois. Il me semble bien vieux Ron Perlman pour faire. Je suis pas sûr que oui. Peut-être qu'il faudrait mieux, certaines choses sont peut-être mourir mieux certaines choses, qu'on les laisse mourir. Pour terminer, je n'ai pas réussi à faire cette phrase correctement, c'est pas grave. On fera un petit peu de montage. Pour terminer, on va faire comme toujours un tour rapide de recommandations dans l'univers de votre choix, parce que vous le savez, c'est un moment de liberté. Julien, j'ai le droit quand même de te demander ta recommandation en premier. Je sais pas si ça contrevient une convention quelconque. Tu vas avoir une nouvelle pétition aux fesses là. Moi, j'ai une recommandation qui est un peu éloignée, mais j'ai quand même trouvé. Enfin, il y a quand même un point, c'est que ce que je vais recommander était la source d'influence principale de Guillermo del Toro pour la séquence de marionnettes sur Hellboy 2 au début. Et c'est un film à sketch de Jerry Trinca qui sort chez Artus, qui est un petit éditeur. On en avait parlé avec Jimmy pour les Fulci. Il s'appelle Les vieilles légendes tchèques. Alors je sens tout de suite ton côté gérontophobe là qui commence à râler, Thomas Rozek en disant mais qu'est-ce que ça sent un peu la naphtaline, tout ça. Je t'arrête tout de suite. Non, mais pas du tout. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce faux procès? Non, mais c'est excellent en fait. Trinca était je vais pas faire un extra dessus, donc je vais passer assez rapidement. Mais déjà, c'est très difficile à trouver en vidéo. Ça repasse, c'est rediffusé les cours de Trinca, mais au cinéma. Mais par contre, en vidéo, je crois que c'est même la première fois qu'il y a un DVD qui est édité en France avec ses courts métrages. C'est le plus grand animateur tchèque, enfin en tout cas un des plus grands animateurs image par image tchèque qui ait existé. Avant, c'était un sculpteur et un peintre en fait, Trinca. Et ce qui est intéressant dans ces films, ce qui est très particulier, c'est que les personnages ne sont pas forcément très très animés. D'ailleurs, c'était souvent des marionnettes en bois. Mais par contre, lui, il travaillait énormément sur les compositions optiques en fait de ses plans. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de surimpression, de cache contre cache. Et du coup, il y a une texture en fait d'image qui lui est propre, à mon sens unique. Je crois que j'ai jamais vu un film qui ressemble à ce que Trinca faisait et qui leur confère un côté extrêmement pictural. Et c'est très intéressant dans Les vieilles légendes tchèques parce que là, en l'occurrence, c'est donc un film à sketch qui raconte comment le peuple de la Bohème est arrivé en République tchèque, enfin, ce qui allait devenir la Tchéquie plus tard, quoi. Ouais. Et s'est installé avec la succession des ducs qui étaient donc leur chef de tribu, on peut dire ça, c'était encore une tribu à l'époque, et donc toutes les légendes qui vont avec. Donc il y a un côté extrêmement épique qui me semble être très souligné en fait par ce travail sur les compositions optiques, où tu te retrouves à un truc à mi-chemin entre un peu du cinéma live, parce que tu as toujours un peu ça avec l'animation en volume, un petit peu de la peinture, un petit peu de l'animation, enfin c'est un mix vraiment intéressant, et c'est à voir avec vos enfants, vos petits-neveux, enfin j'en sais rien, mais c'est à voir aussi pour vous, parce que quand on aime les épopées, quand on aime l'heroic fantasy, etc., je pense qu'il y a de quoi se contenter là-dedans. L'édition est très belle, il y a un beau petit book dedans, puis un petit making-of d'époque. Voilà. Très bien. Perrine. Le film m'a fait penser à énormément de choses pendant, peut-être parce que j'avais envie de m'évader, mais j'ai pensé, je l'ai mentionné tout à l'heure, à
à Stephen Sommers pendant le film et j'ai pensé à Van Helsing. Je ne serais pas l'affront de recommander Van Helsing, non parce que bon quand même. Parce que bon quand même, visiblement. Mais je pensais à un autre, Odd Thomas en fait, Odd Thomas avec Feu, bien sûr j'ai plus son nom, voilà. Merci Feu Anton Yelchin. Odd Thomas, on est avec ce type qui bosse avec des esprits en fait, qui lui indiquent des choses négatives qui vont arriver et une apocalypse imminente notamment. Et le film est très lofi, il a pas beaucoup de moyens et ça se sent. C'est pas le Stephen Sommers la momie, c'est le Stephen Sommers j'ai plus de thunes et personne veut me laisser sortir mes films. Et en même temps il a justement parce qu'il sait ça, il a énormément de cœur, il a énormément il se laisse aller à l'émotion, il se laisse aller à quelque chose d'hyper touchant et en même temps ses effets spéciaux sont pas si mal parce que justement c'est très beau, c'est Buff qui avait fait les effets. Moi j'aime beaucoup et le film voilà, je trouve qu'il a une poésie, sincèrement je trouve qu'il a une poésie, ce qu'on s'attend pas forcément chez Stephen Chaton, on s'attend pas forcément chez lui mais il a une vraie poésie, une vraie douceur et en plus je trouve que maintenant c'est terrible à dire mais avec la mort d'Anton Yelchin le film gagne un degré de visionnage supplémentaire encore plus pour le coup encore plus touchant donc voilà plutôt que de regarder ça peut-être aller voir c'était chez TF1 que c'était sorti, TF1 vidéo ouais si exactement mais en direct ou DVD c'était pas du tout sorti au cinéma mais en grand désespoir. Stéphane alors moi depuis que je recommande Anaconda en fait je suis devenu un peu le spécialiste d'Anaconda donc je reçois des lettres en fait du monde entier. Des lettres oui des lettres du monde entier qui me disent attendez on a trouvé un truc pour vous etc. Une du Pérou qui est le pays de Luis Lozan, le pays de naissance, voilà, qui m'a invité à venir voir une découverte étonnante. Donc je suis allé la semaine dernière au Pérou. Au Pérou, j'ai traversé l'Amazonie, tout ça, pour aller voir ce qui se tramait en fait à la Cinémathèque de Lima. Et alors là, j'ai découvert les larmes aux yeux en fait. Une scène totalement incroyable, une séquence en fait perdue comme ça dans une bobine. J'ai été reçu évidemment à bras ouverts par les spécialistes du coin et voilà exactement comment ils m'ont appelé je sais plus je te retrouve à ça tout à l'heure mais c'était un truc en espagnol mais je parle pas espagnol c'est l'Anaconda Cabron quelque chose comme ça et en fait je crois que c'est le spécialiste d'Anaconda ou un truc comme ça et en gros ils m'ont montré regarde ça et tout et ils m'ont sorti juste traduire ils m'ont sorti la bobine j'ai regardé et là j'ai vu une scène incroyable alors très mauvais état mais en fait qui représente tout qui est une scène coupée du film en fait qui représente tout le dilemme du film. Je comprends pas pourquoi elle a été coupée. C'est une scène incroyable où Ice Cube est assis en fait à une table comme ça sur fond noir avec un très beau jeu de dames devant lui en fait et en fait il joue face à l'Anaconda, il joue aux échecs quoi. Et c'est une scène évidemment on a tous compris la référence ça renvoie à comment dire au 7e saut. Exactement voilà donc et à la condition donc on sait que Ice Cube c'est le bien qui représente le bien c'est tout évident et le serpent c'est le mal tu vois donc on le sait c'est quand même celui qui a fait croquer la pomme et tout quoi donc et en fait c'est une scène incroyable j'avais les larmes qui et en fait j'ai décidé en fait de revenir de la restaurer dans une copie du film pour voilà et en fait j'ai juste un petit message du coup à Thierry Frémaux si Tarantino vient pas j'ai le créneau, je prends le créneau pour un Anaconda Director's Cut et voilà et en fait Thierry je l'ai, t'as Palme d'Or. Tout va bien. Ouais, voilà. Magnifique, le message est passé, j'espère Thierry, tu as mon numéro. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Quentin, à la technique, à Juliette, à la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.